Je suis Dave Salmoni, zoologiste, dresseur et expert en prédateurs. Ma formation me permet de décrypter les situations de conflit entre l'homme et l'animal. Je suis en Afrique, dans une zone connue pour ses attaques mortelles d'hippopotames. Un lieu où l'homme et l'animal s'affrontent sans merci. Le nombre de victimes est si élevé que la science cède parfois la place aux croyances locales et au surnaturel. En Europe, vous utilisez des armes à feu. Nous, en Afrique, on utilise ça. Ce conflit ne ressemble à aucun de ceux que j'ai pu voir auparavant. Pour comprendre ce qui pousse ces animaux à tuer, je dois abandonner mes préjugés scientifiques et plonger dans un monde de magie noire et de possession. La sorcellerie est-elle autorisée ou non? Non, pas du tout. Je peux oublier tout ce que je pensais savoir sur les hippopotames. Après cette aventure, je ne porterai plus jamais le même regard sur les attaques d'animaux. Ces objets sont la preuve qu'il essaye de s'en prendre à quelqu'un. De tuer quelqu'un. Le tuer? Oui. On estime que chaque année, 1 millier de personnes sont attaquées par des hippopotames et 200 sont tuées. Ici, en Afrique, c'est l'animal le plus dangereux, responsable de plus de morts que n'importe quel grand mammifère. Les hippopotames de la région du Zambèze inférieur sont considérés comme étant plus agressifs que n'importe où ailleurs sur la planète. Si vous cherchez la région du monde où les conflits entre l'homme et l'hippopotame sont les plus nombreux, vous y êtes. Je suis en Zambie, dans le sud de l'Afrique. Ces rivières abritent plus de 40 000 hippopotames, dont beaucoup vivent ici dans le Zambèze inférieur. C'est au confluent du Zambèze et du Kafoué que l'on a recensé le plus grand nombre d'attaques violentes d'hippopotames du pays. Nombre de ces attaques sont si extrêmes et si impensables qu'elles remettent en cause tout ce que la science connaît du comportement animal. Bien que l'agressivité des hippopotames soit ici bien connue, une histoire en particulier a retenu mon attention. Cela s'est passé un peu plus loin en aval, sur une pirogue. Pour les fermiers, les marchands et les écoliers du village de Jordan, prendre le bateau pour traverser la rivière est aussi banal que prendre le bus. Cela fait partie de leur quotidien. Mais lorsque ce quotidien est bouleversé, une frêle embarcation n'offre que très peu de protection face aux dangers qui sommeillent dans ses eaux. L'hippopotame a attendu que ce bateau précis soit au milieu de la rivière en cette journée fatale pour frapper. Le bateau chavire. 12 personnes luttent contre le courant. En général, les hippopotames sont très prévisibles. Ils frappent une fois et puis ils font demi-tour. Mais ce jour-là, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé ensuite est un comportement inexplicable de la part d'un hippopotame. L'animal s'est retourné et a chargé de nouveau, non pas une ni deux, mais 6 fois, attaquant violemment les passagers dans l'eau. Margaret Chabokela, Obi Tembo, Rose, Maggie, Judy et Kelvin Malimbilimbi sont tous décédés ce jour-là. Coup du sort. Ils étaient tous de la même famille. C'est l'attaque la plus violente et la plus mortelle dont j'ai jamais entendu parler. Et elle défie toutes les règles de comportement attribuées à ces animaux. La présence même d'un hippopotame dans ce bras de rivière si fréquenté est totalement anormale. Et après avoir attaqué une première fois, pourquoi revenir à la charge et s'en prendre aux passagers? Pourquoi poursuivre son attaque jusqu'à avoir tué tous les membres d'une même famille? On pourrait y voir un hasard, mais en Zambie, personne ne croit au hasard. Je suis venu ici pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé. Était-ce un comportement animal naturel
Ou bien y a-t-il autre chose? Aussi étrange que cela puisse nous paraître, des gens d'ici affirment que toute la famille avait été maudite par un sorcier et que c'est lui qui a provoqué cette attaque. J'ai entendu dire qu'une des survivantes habitait encore tout près d'ici. Peut-être pourra-t-elle m'apporter des réponses. En attendant, je dois comparer mes théories sur les attaques d'hippopotames avec les explications que l'on en donne ici. Confronter mes connaissances rationnelles sur le comportement animalier aux croyances surnaturelles locales. Je suis un zoologiste, et dans tout conflit opposant l'homme à l'animal, je cherche d'abord à comprendre l'animal. Qu'est-ce qui le fait réagir? Qu'est-ce qui le pousse à tuer? Cette femelle hippopotame élevée par l'homme est la seule au monde qui se laisse approcher à ce point. Elle n'a pas encore atteint sa taille adulte, mais même avec elle, il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Si on analyse leur comportement social, on s'aperçoit que ce sont des animaux agressifs, très territoriaux, et prêts à défendre leur coin de rivière ou leurs petits jusqu'à la mort. Face à une bête comme ça, ou surtout plus grosse, l'être humain n'a aucune chance. Ces animaux sont conçus pour attaquer. Ils sont territoriaux, nerveux et très agressifs. Si on regarde dans leur bouche, on peut voir ces énormes défenses, ici et ici. Ce sont des armes. Elles ne leur servent pas à manger, uniquement à se battre. Ajoutez à cela leur poids, et vous comprenez comment ils peuvent tuer un homme. Dès lors que l'homme et l'hippopotame partagent un même territoire, le danger guette. C'est justement le cas sur les rives du Zambèze. Ici, tout le monde vit près du fleuve. Son eau est indispensable pour laver, cuisiner, pour boire et irriguer les récoltes. Au fil du temps, les villages et les fermes se sont rapprochés des rives du Zambèze et des marais qui l'entourent. Ironie du sort, cette eau providentielle cache un danger mortel. Voici le cœur du problème. Là-bas, vous avez les marais où vivent les hippopotames. Et ici, les champs de maïs. Or, la nuit, les hippopotames viennent ici. On peut voir leurs traces. Et voilà ce qu'ils mangent. Et quand les hippopotames se mettent à dévorer la nourriture des hommes, on a un problème. Ces champs de courges et de maïs sont un parfait garde-manger pour les hippopotames. En bons végétariens, ils doivent avaler plus de 45 kilos de verdure chaque nuit. Ces champs à proximité sont un véritable festin qui leur tend les bras. Betty Msimuko est agent de protection de la faune. Elle reçoit énormément d'appels concernant des ravages de culture par des hippopotames et les fermiers n'hésitent pas à se défendre seuls. Pour eux, le seul moyen de repousser ces animaux est d'utiliser des fétiches. On m'a raconté que les gens d'ici disposaient des fétiches à chaque coin de leur champ. Quand l'hippopotame arrive sur la parcelle, il est comme aveuglé, il ne voit pas les cultures et il fait demi-tour. Je suis zambienne, africaine, ça fait partie de ma culture. Donc vous y croyez? J'y crois, oui. Si cet agent de la faune pense que la magie blanche peut protéger les champs des hippopotames, on peut aisément imaginer que la magie noire est capable de l'effet inverse. Un danger dont les fermiers des alentours sont bien conscients. Bonjour, Madame Zulu. Madame Zulu est agricultrice et mère de famille. Dans une bonne année, elle cultive assez de maïs pour nourrir les 15 membres de sa famille et dispose d'un excédent qu'elle peut vendre. Mais c'est compté sans les hippopotames. Vous avez des problèmes avec les hippopotames? Toutes les nuits, ils viennent dans nos champs. Si personne n'est là pour les chasser, ils mangent tout. Ils dévorent l'équivalent de 10 sacs de nourriture chacun. Que pouvez-vous faire pour vous défendre?
Je les mets en fuite. Ce que me raconte Madame Zulu est à peine croyable. Elle fait fuir ces bêtes dangereuses de 30 fois sa taille avec un seau et un bâton. Vous les faites fuir? Quand je tape sur mon tambour, les hippopotames s'enfuient. Mais parfois, ils reviennent. Quelques fétiches et un tambour de fortune sont-ils suffisants pour protéger Madame Zulu et ses récoltes? Je passe la nuit dans sa ferme pour le vérifier et découvrir ce qu'elle et sa famille doivent endurer à chaque fois que le soleil se couche. C'est à cette heure que les hippopotames sortent de la rivière pour dévorer les récoltes de Madame Zulu. Elle nous a demandé de la suivre pour nous faire une démonstration. Je me suis déjà trouvé à proximité d'hippopotames, mais j'ai toujours su garder mes distances. Ce soir, je me dirige vers eux un peu sceptique. Est-ce vraiment une bonne idée? J'ai entendu quelque chose par là. Dans l'obscurité totale, je me sens tout petit et très vulnérable. Je suis avec Madame Zulu dans sa ferme sur les berges du fleuve Zambèze pour l'aider à protéger ses cultures contre des hippopotames affamés. En général, j'aime bien approcher les animaux. Mais s'il y a un animal sur la planète dont je préfère me tenir éloigné, c'est bien l'hippopotame. Le marais est là-bas. On patrouille dans ce champ pour voir si les hippopotames viennent manger. Mais je n'arrive pas à me sortir de la tête une histoire que Madame Zulu m'a racontée et qui s'est déroulée une nuit exactement comme celle-là. C'était en novembre 2003 dans un champ tout près d'ici. 3 fermiers patrouillaient à la recherche d'hippopotames en train de détruire des récoltes. Sans aucun fétiche, armés seulement de tambours de fortune, une tactique qui avait jusqu'alors fait ses preuves et permis de repousser les hippopotames jusque dans leur marais. Mais cette nuit-là, un des animaux en avait décidé autrement. Les tambours n'ont fait que le mettre en rage. Il a chargé les 3 fermiers avec l'intention de tuer. Fuyant dans l'obscurité, les fermiers n'ont plus aucune chance. Le lendemain matin, Pedro Acagnoli, Wilson Bacasso et Andrew Moulemois ont été retrouvés morts. Même en observant scrupuleusement les règles de sécurité habituelles, si l'hippopotame est décidé à tuer, il le fera. Et si tel est le cas ce soir, toute mon expérience avec les animaux dangereux ne me sera pas d'un grand secours. Au bord de la rivière, d'autres fermiers sont à l'affût. Un simple clapotis dans l'eau suffira à donner l'alerte. Heureusement, notre équipe de tournage dispose d'une caméra thermique qui lui permet de voir ce que nous ne pouvons qu'entendre. Et en effet, à quelques mètres de nous, un hippopotame est en train de se nourrir dans le champ. Il y a un hippopotame par là-bas. La caméra thermique l'a repéré. Nous avons juste entendu un bruit qui nous a indiqué sa présence. L'animal nous a contournés et s'enfonce un peu plus dans le champ. Nous le suivons. J'ai entendu quelque chose par là. Tu le vois? Oui, par là-bas. La caméra thermique ne détecte rien par ici. Oui, vers la gauche. Par ici, juste là. À cette distance, si l'hippopotame décide de charger, nous sommes tous morts. Là. Cette fois-ci, Madame Zulu en sort vainqueur et sans la moindre blessure. Mais l'animal reviendra. Et Madame Zulu ne sera peut-être pas aussi chanceuse la prochaine fois. Ces gens n'ont pas de caméra thermique. Et en chassant ces animaux de leur champ, ils mettent réellement leur vie en danger. Même si j'ai vraiment envie d'être en totale immersion et de vivre ce qu'ils vivent, je n'ai ni la volonté, ni le courage nécessaire pour me retrouver face à face avec un hippopotame. L'hippopotame de Madame Zulu est dangereux,
mais il ne semble pas assoiffé de sang comme certains des animaux dont j'entends parler. Des animaux qui, selon les croyances locales, sont manipulés par la sorcellerie. L'hippopotame qui a attaqué l'embarcation, tuant 6 membres de la même famille, a fait preuve d'un tout autre niveau d'agressivité et de préméditation. Quoi qu'il en soit, j'ai appris l'existence d'une survivante. Madame Zulu m'a dit de me rendre dans le village de Jordan, où se cache la survivante, encore traumatisée par ce qu'elle a vécu ce jour-là. Je veux à tout prix lui parler. Arrivé au village, on m'indique où la trouver. Ce matin-là, j'ai pris le premier bateau. Samamwa Matayo, 38 ans, se trouvait sur le bateau avec le reste des passagers lors de cette matinée fatale. Comme elle avait un mauvais pressentiment, elle est descendue avant le départ. Depuis le rivage, elle a été témoin de l'attaque. C'est la première fois qu'elle raconte ce qu'elle a vu. J'ai beaucoup de chance. Le bateau venait de partir quand l'hippopotame est arrivé. Quand il a frappé l'embarcation la première fois, elle ne s'est pas renversée. Mais la troisième fois, elle a chaviré. Horrifiée, elle assiste au massacre systématique des membres de cette famille. Il y a toujours eu des hippopotames à cet endroit du fleuve, mais pas des comme ça. Celui-là a frappé le bateau 3 fois et a tué 6 personnes de la même famille. C'était un hippopotame artificiel. Un hippopotame artificiel? C'est donc cela la pensée secrète de Samamwa? Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est un hippopotame artificiel? Elle ne m'en dira pas plus. Mais d'après ce que je sais des croyances africaines, cet hippopotame artificiel est sûrement lié à la sorcellerie. Quel que soit l'animal qui a tué ses amis, elle est persuadée qu'il est toujours là quelque part et qu'elle est toujours sur sa liste. J'ai pu apprendre ce qui s'était passé sur ce bateau, mais pour connaître le pourquoi et savoir ce qui a motivé cet hippopotame, je dois découvrir ce qui effraie tant Samamwa. D'abord, leçon de survie. Les hippopotames sont des animaux très nerveux. Avancez lentement, gardez une voix calme et ne vous placez jamais derrière eux, là où ils ne pourraient pas vous voir. Si vous donnez des coups dans l'eau ou frappez sur des tambours en pleine nuit, vous allez vous attirer des ennuis. Au fait, n'essayez surtout pas ça chez vous. Je me trouve dans la région du Zambèze inférieur pour enquêter sur une violente attaque d'hippopotame qui a tué les 6 membres d'une même famille dans une pirogue. Je viens d'apprendre que la magie noire et un mystérieux hippopotame artificiel pourraient être impliqués. Toute la région est frappée par d'incessantes attaques d'une extrême violence qui vont à l'encontre de tout ce que je sais du comportement normal de ces animaux. N'importe quel spécialiste des hippopotames vous dirait qu'un hippopotame peut attaquer sans raison apparente. Mais là, il s'agit d'une attaque totalement gratuite. Cela s'est passé en amont, sur la rivière Kafoué, où ont eu lieu de nombreuses autres attaques dans le village de Chisakila. En novembre 2006, une famille de Chisakila célébrait une fête. Cela devait être une journée de festin et de danse. Timothy Fury avait été invité par sa nièce. Les cérémonies avaient lieu en contrebas sur les rives de la rivière Kafoué. Alors qu'il enfile ses plus beaux habits, Timothy peut entendre la musique et les premières danses. Son cadeau à la main, il arrive au bord de la rivière qu'il doit traverser. Pour Timothy, c'est aussi banal que de prendre un bus pour se rendre en centre-ville.
Mais cette fois-ci, alors qu'il pose le pied dans sa pirogue, la scène tourne au cauchemar. Si vous vivez près d'une rivière, vous devez la traverser au quotidien. Timothy avait à peine posé le pied dans son embarcation lorsque l'hippopotame a surgi. Un hippopotame en pleine sieste sous la pirogue aurait pu être surpris et attaqué. Mais aucune explication rationnelle ne justifie ce qui s'est passé ensuite. Timothy parvient à se hisser sur la rive, mais apparemment, cet hippopotame a décidé de le tuer. L'animal va se déchaîner. Il revient à la charge, saisit Timothy et l'entraîne dans les eaux. On sait que les hippopotames sont prêts à tout pour défendre leur territoire ou leurs petits. Mais dans ce cas précis, Timothy n'avait rien fait. Timothy a passé 7 mois à l'hôpital et a survécu par miracle. Mais il y a laissé une jambe. Aujourd'hui, dans ce même village, une autre fête est organisée. Timothy m'a invité à y assister. Pour lui, c'est un douloureux rappel du jour où il a été attaqué. Quand l'hippopotame m'a tiré dans la rivière, j'ai appelé ma mère. J'avais perdu tout espoir de survivre. Je pensais que c'était la fin. J'ai récemment découvert l'existence d'explications alternatives aux attaques d'animaux sauvages. On m'a parlé de magie noire, ce genre de choses. Vous pensez qu'il pouvait s'agir de quelque chose comme ça pour cette attaque? Il voulait vraiment me tuer. J'ai eu de la chance de survivre. La réponse de Timothy est évasive. Peut-être pense-t-il qu'un occidental comme moi va se moquer de ses croyances. Mais il est difficile, même pour un scientifique, de décrire cette attaque sans la qualifier de brutale, haineuse et même diabolique. Les similitudes avec l'attaque du bateau qui a décimé une famille entière me semblent évidentes. Comme dans ce dernier cas, on ne peut s'empêcher de penser que Timothy a été victime d'une attaque ciblée et que son hippopotame était aussi contrôlé par une forme de sorcellerie. Si je n'ai pas peur d'approcher les animaux sauvages, c'est parce que j'ai étudié leur comportement et leur biologie. Mais les gens d'ici, qui vivent à leur contact au quotidien, pensent qu'il y a plus que ça. J'ai besoin de réponses claires. Comment allez-vous? Ça va. Je veux savoir comment la magie noire peut ordonner à un hippopotame d'attaquer. Je m'adresse donc à un guérisseur traditionnel à qui on prête des pouvoirs occultes. Il est à la fois médecin, prêtre et psychiatre, le tout saupoudré d'une touche de magie. Le docteur Noah exprime les croyances de sa communauté. Je voudrais connaître son avis sur la série d'attaques d'hippopotames inexpliquées. Là d'où je viens, quand un animal attaque un humain, on considère que c'est le hasard, c'est de la malchance. C'est ce qu'on pense ici aussi? Lorsqu'un hippopotame attaque une personne 2 ou 3 fois, c'est qu'il est possédé. On peut posséder un hippopotame pour le contrôler et le faire tuer des gens. Ça arrive souvent. Pour le cartésien que je suis, les propos du docteur Noah n'ont aucun fondement scientifique. Mais imaginez un instant que cela soit vrai. Cela expliquerait ce qui s'est passé sur le bateau. Et cela correspond parfaitement à ce que la survivante Samamoua m'a raconté. J'ai un peu de mal à intégrer ces théories. Mais si les gens d'ici y croient si fermement, il doit bien y avoir un fond de vérité. J'ai moi-même été témoin de comportements totalement inexplicables chez des animaux. Il serait arrogant de ma part de penser que la science peut tout expliquer. Si je veux comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là sur la rivière, je ne dois écarter aucune possibilité. Je pénètre de plein pied dans un monde de sorcellerie et de magie noire, bien loin du confort de la science.
Mais c'est le seul moyen pour moi de comprendre la folie meurtrière des hippopotames. Je suis au cœur de la Zambie pour découvrir les raisons qui ont poussé un hippopotame à attaquer une embarcation et à tuer 6 membres d'une même famille. La magie noire serait responsable des attaques d'animaux les plus violentes. Ceux qui en savent le plus sur les hippopotames sont ceux qui risquent leur vie à leur contact au quotidien. Les pêcheurs du Zambèze. Bonjour, je m'appelle Dave. Vincent Kashiki. Enchanté, Vincent. Enchanté. Vincent m'explique qu'il compte sur la chance et sur ses fétiches. Ça repousse les hippopotames? Parfois, oui, mais pas toujours. Parfois, ça ne marche pas. Oui. On peut pêcher aujourd'hui? Oui. Ces hommes croient au pouvoir des fétiches, même s'ils ne sont pas toujours efficaces. En tout cas, mon frêle esquif ne résistera pas aux assauts d'un hippopotame. Il y a beaucoup d'hippopotames? Oui, mais on craint rien. Je suis Canadien. Les Canadiens font du canoë tout le temps. Lorsque le niveau de l'eau est haut, comme aujourd'hui, les hippopotames sont éparpillés, moins faciles à repérer et imprévisibles. On utilise ça pour faire du bruit dans l'eau. Lorsqu'il entend ce son, le poisson est effrayé et il se disperse. Il ne sait pas que je l'envoie vers mon filet. On fait comme ça. Donner de grands coups dans l'eau est peut-être un bon moyen d'attraper du poisson, mais j'espère que cela ne va pas agacer les hippopotames du coin. On a de la chance. Regarde. Oh, on en a un! On en a un! Super. Oh, il est énorme! Nous n'avons pas provoqué la colère des hippopotames aujourd'hui, mais cela ne se passe pas toujours aussi bien. J'ai été renversé 2 fois par un hippopotame. Comment tu as survécu? Une fois, un bateau m'a repêché. La deuxième fois, j'ai nagé jusqu'à la rive. Plus tu restes longtemps, plus tu prends de risques. Oui, c'est vrai. Mais sur la route, tu risques aussi ta vie en conduisant ta voiture. Tu vois? C'est pareil. Comme tous les pêcheurs du monde, ces hommes sont pragmatiques. Malgré leurs fétiches et leurs superstitions, ils ont parfaitement conscience du danger que représente le fleuve. Vincent n'a jamais été témoin d'attaques violentes comme celle dont me parlait le docteur Noah. Mais la fréquence de ces attaques ne diminue pas. Vincent m'emmène rencontrer la victime de l'hippopotame possédé mentionnée par le docteur. Un mois plus tôt, Michek Banda, 21 ans, a croisé la route d'un hippopotame qui l'a laissé marqué à vie, physiquement et mentalement. Avec mon père, on allait acheter du poisson. En montant dans le bateau, on a vu les hippopotames au loin, à bonne distance. Michek et son père, Lawrence, vivent près de Siavonga. Ils ont vécu avec les hippopotames toute leur vie. Comme tout le monde ici, ils savent le danger qu'ils représentent et savent comment éviter les ennuis. Du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Une autre pirogue est arrivée et on leur a dit de faire demi-tour. N'allez pas là, il y a des hippopotames. Allez là où l'eau est plus profonde. Lawrence et Michek ignorent alors qu'un hippopotame se dirige également vers les eaux profondes. Ils font route droit sur lui. On arrivait dans les eaux profondes lorsque l'hippopotame a frappé. On est tous les deux tombés dans l'eau. Je suis mis à nager. Mon père a rejoint la pirogue. Mais l'hippopotame n'en avait pas terminé. Il délaisse la pirogue et se tourne vers Michek. Michek a été littéralement éventré. As-tu pensé qu'il allait te tuer? Oui, c'est ce qu'ils font en général. Le drame vécu par Michek correspond à ce que le docteur Noah m'a décrit. Un comportement extrême et l'animal qui revient à la charge pour tuer. Mais Michek fait-il le lien avec la magie noire?
Certaines personnes dans cette région pensent que parfois un individu ou un esprit peut posséder un hippopotame pour s'en prendre à quelqu'un. Tu as déjà entendu ça? Les gens d'ici y croient aussi? Je n'en ai jamais entendu parler. Aucun des survivants n'accepte de me dire toute la vérité. Michek a encore peur. Il est encore sous le choc. Son père a-t-il une autre explication pour cette attaque? Quelle était la raison de cette attaque, à votre avis? L'homme pêche à cet endroit depuis longtemps. Et personne n'a jamais été attaqué. Maintenant, certains utilisent des fétiches pour posséder les hippopotames et leur faire tuer des gens. Comme ça, les gens pensent qu'ils ont été attaqués par un vrai hippopotame. Cet hippopotame voulait tuer Michek. Je pense qu'il était possédé. Cela confirme ce que le docteur Noah m'a raconté. À cet instant précis, tout cela semble bien réel. Je me rapproche de la vérité sur l'attaque de l'embarcation. Je comprends pourquoi Samamois, la survivante que j'ai rencontrée, a si peur. Mais pour comprendre ce concept d'hippopotame artificiel, je dois m'éloigner de mon univers scientifique et plonger corps et âme dans leur monde de sorcellerie. Le scientifique que je suis va devoir faire preuve d'une grande ouverture d'esprit. Ce qui se passe ici va peut-être me permettre de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là sur l'embarcation. Je suis revenu à l'épicentre des violentes attaques d'hippopotames dans le cœur de cette région déchirée, au village de Jordan. Depuis l'incident de la pirogue et les autres attaques brutales, les villageois suspectent qu'un sorcier vit parmi eux et les accable de sa malédiction. La nuit dernière, le suspect a fui sa maison. Les villageois affirment avoir trouvé la preuve irréfutable de sa sorcellerie. Il se couvre le nez, non pas à cause de l'odeur, mais pour se protéger du malin. Le doyen du village, Jackson Zidonga, a pris les choses en main. La sorcellerie est-elle autorisée ou non? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ce que nous appelons Nyanga. Celui qui a recours à la sorcellerie veut se venger. Pour fabriquer ces objets, il doit tuer un de ses proches, son cousin, son fils, sa fille. Il récupère ensuite son sang et le met dans cet objet qu'il a fabriqué. Ces étranges figurines faites de bois, de peau animale et de tissu ressemblent à des poupées vaudou. Certaines représentent clairement des animaux. On dirait un lion. Donc, si je comprends bien, la personne fabrique ce lion, prend le sang d'un de ses proches et le met dessus. Oui. Et ensuite, il peut transformer l'objet en lion. un vrai lion? Oui, oui. Ces objets sont donc la preuve qu'il essaie de s'en prendre à quelqu'un. De le tuer. De le tuer? Oui. Voilà donc comment un sorcier tue. Il fabrique une figurine animale qu'il couvre du sang d'un proche assassiné et s'en sert pour posséder un véritable animal sauvage et le pousser à attaquer sa victime. Peut-être est-ce cela l'hippopotame artificiel dont Samamois me parlait. On peut faire ça avec un hippopotame? Oui, ils font aussi des hippopotames artificiels. Ok. Et si j'en voulais une famille entière? Vous pourriez tous les tuer. Peu importe le nombre. Oui. L'hippopotame qui a attaqué la pirogue était donc un animal réel, mais un sorcier avait utilisé une figurine de ce genre pour le contrôler et le forcer à tuer.
Pour moi, il ne s'agit que d'une petite poupée, cheveux collés dessus. Mais plus c'est un outil qui sert à tuer une personne qui vous enlève en possédant un animal. Ça semble dingue. Néglige pour léger. C'est parti de l'orture. Lorsqu'il a brisé, Nyanga a disparu, mais son influence maléfique subsiste. Tant que le village n'aura pas trouvé et détruit toutes ses figurines, le sorcier pourra provoquer des attaques d'animaux sauvages. Les habitants ont donc fait appel aux meilleurs guérisseurs de la région pour les aider à purifier le village et retrouver tous les Nyanga qui s'y cachent. Si le guérisseur que j'ai rencontré tout à l'heure était l'équivalent de votre médecin de famille, le docteur Mumba serait un chirurgien de renommée mondiale. En Europe, vous utilisez des armes à feu. Nous, en Afrique, on utilise ça. Le docteur Mumba est issu d'une longue lignée de guérisseurs. Il est reconnu dans toute la Zambie pour ses facultés uniques. Il a accepté une mission dangereuse, purifier le village de Jordan. Tout le village est réuni pour le voir à l'œuvre. Il a accepté de me faire participer. Il échange son costume contre son véritable uniforme. Le blanc est la couleur des esprits ancestraux. Il est capable de les invoquer dans son propre corps et d'entrer en transe pour qu'ils puissent agir à travers lui. Tandis que la foule silencieuse attend, on dirait que le docteur Mumba est sur le point de s'endormir. Mais ce bâillement n'est pas naturel. Les esprits pénètrent dans son corps par sa bouche. Les esprits sont arrivés et le docteur est sur le point d'opérer. Je suis dans le village de Jordan où le docteur Mumba, guérisseur, est entré en transe pour purger le village du démon et trouver des idoles animales cachées. Très vite, les esprits qui s'expriment à travers lui détectent une présence maléfique à l'autre bout de la ville. Tel un berger possédé, il guide la foule à travers les rues. Si vous regardez ça de chez vous, vous vous dites probablement que ça a l'air complètement fou. Mais quand vous êtes ici, vous y croyez. Lorsque nous arrivons sur les lieux, le docteur Mumba se déshabille pour bien montrer qu'il ne cache rien sur lui. Il sait qu'un Nyanga est caché par ici, l'une des poupées vaudou que j'ai vues l'autre jour. Il ne reste plus qu'à le trouver. Les esprits lui indiquent qu'il se trouve sous cette hutte. Nous nous mettons donc à creuser. Dans la foule amassée, la tension monte. On me pousse vers l'avant et les traducteurs du docteur me demandent de l'aider. Allez-y. Mettez votre main à l'intérieur. Pas question. Je m'occupe d'animaux en chair et en os. Je préférerais encore devoir attraper un tigre. La dernière chose au monde que j'ai envie de faire, c'est mettre ma main dans ce trou. Ils me disent que cette eau médicinale me protégera de tout ce qui peut se trouver dans ce trou. Je ne prends aucun risque. Dégoulinant d'eau magique, je plonge ma main à l'intérieur. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Ça bouge. C'est le truc le plus flippant que j'ai jamais vu. Il respire. On vient de déterrer un truc qui se trouvait sous cette maison depuis des années. Je vous jure que j'ai tiré ce truc. Vous avez vu les bulles? Il respire. Oui, je vois les bulles, il respire. Ce truc respire. Peu importe ce que j'ai trouvé au fond de ce trou. Il devait s'y trouver depuis des années. Mais je le jure, je l'ai senti bouger dans ma main. Et je l'ai vu respirer dans ce seau d'eau.
C'est un hippopotame? J'arrive pas à y croire. Je sais pas quoi dire. J'ai déterré ce truc moi-même. Ce n'est pas un simple nyanga. C'est un nyanga d'hippopotame. Pour les villageois, c'est l'hippopotame artificiel qui a causé la série d'attaques mortelles. Celui ou celle qui a voulu maudire la famille décédée sur la pirogue a utilisé cette figurine, ou une exactement semblable, pour posséder un hippopotame et l'utiliser pour accomplir son terrible dessein. C'est ce qui faisait si peur à sa mémoire. D'après ceux qui m'entourent, le liquide qui s'en écoule lorsque je le presse dans ma main n'est autre que du sang humain. Comment le docteur l'a-t-il trouvé et comment se fait-il que je l'ai senti bouger dans ce trou? Je n'en ai aucune idée. Je ne suis pas sûr de vouloir comprendre. La farine de maïs blanc et l'eau médicinale du docteur Mumba neutralisent son pouvoir, le rendant aussi inoffensif qu'une peluche. Le docteur le présente à la foule pour leur montrer qu'il a purgé la malédiction du village. La magie noire du sorcier fugitif a disparu. Je vous jure, j'ai enfoncé mon bras jusqu'au coude dans une terre vraiment compacte. S'il l'a caché là, il l'a fait il y a 4 ans. Être capable de le retrouver 4 ans plus tard, c'est quasiment impossible. Je suis un grand sceptique, je suis un scientifique. Je n'ai aucune idée de ce qu'il vient de faire. Si cette magie a un réel pouvoir, je suis plus près d'y croire que je ne l'étais il y a 5 minutes. Que j'y croie ou non, ce n'est pas ça le plus important. Pour ces gens, une malédiction vient d'être levée. Il y aura d'autres attaques d'hippopotames et d'autres sorciers. Mais pour l'instant au moins, Samamoa Matayo, seule survivante de l'attaque de la pirogue, peut reprendre le cours de sa vie libérée de la peur. Je suis venu ici persuadé que mes connaissances en comportement animalier me fourniraient toutes les réponses face à ces attaques d'hippopotames. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr. Je repars avec plus de questions que de réponses.